Donc, notre session parlera du pitch deck. Le pitch deck parfait, c'est possible. Et on va en parler avec des vétérans, Au moins. au moins, de son analyse. Je serai accompagné de deux personnes, donc Mageline, qui est là, de Xange, et Shana, D'Iris Capital. Capital. Voilà. Je vais vous laisser peut-être vous introduire très rapidement. Mageline. Bonjour à tous, déjà ravie d'être ici. Donc moi je suis Majdeline, je suis investisseuse dans un fonds de venture capital qui s'appelle Xange, que vous connaissez peut-être, qui est donc un acteur du venture capital généraliste early stage. Donc en gros nous on investit dans des startups plutôt en pré-seed, seed et série A, donc avant même qu'elles aient le product market fit. Et on investit dans tous les secteurs. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a une panoplie de fonds qui nous permettent de faire de la deep tech, qui nous permettent de faire de l'impact et qui nous permettent de faire du logiciel dans beaucoup de secteurs à partir du moment où vous résolvez un problème qui nous semble évident et que vous avez une team ambitieuse. Super. Et donc du coup, Shana, d'Iris Capital, nous on a un fonds franco-allemand, multistat, c'est-à-dire qu'on peut investir du seed jusqu'à série E sans trop de soucis. Focus tech, donc on fait du B2B, du B2C. Ce qu'on cherche en revanche, c'est des gros assets tech qui vont scaler par le produit et moins par les opérations. Et Iris Capital, créé il y a 36 ans maintenant. Waouh, Ouais. ça fait long. Mais de beaux produits et de belles startups aussi, dans les deux fonds. Et puis moi, pour ma part, j'appartiens à AWS. Je m'occupe des relations avec les fonds d'investissement. Donc je m'occupe et je m'assure à ce que les startups de leurs fonds puissent profiter au maximum de l'apport et de l'accompagnement qu'on peut proposer aux startups, mais en plus aider les startups de notre écosystème à lever des fonds. Et donc aujourd'hui, on parle d'un outil incontournable pour les entrepreneurs, le pitch deck. Première question peut-être, qu'est-ce qu'on y met dans un pitch deck? Qu'est-ce qu'il faut mettre? Mageline? Alors le pitch deck, en tout cas c'est une question qui nous touche énormément parce que je pense que Shana comme moi, on en lit une dizaine par jour. Donc voilà, c'est un sujet sensible et le but c'est quand même de vous donner un petit peu notre perspective sur ce qu'on pense être les bonnes pratiques, les bons usages. Donc évidemment, quand on pense au pitch deck, il faut penser au contenu. Moi, sur la structure du deck, je trouve qu'il ne faut pas réinventer la roue. En fait, le pitch deck, de manière générale, c'est un exercice qui s'est standardisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des best practices. Moi, je pense que c'est notamment la structure qui est recommandée par Sequoia. Je vous laisserai regarder, hein, il y a énormément de littérature dessus, qui a un pitch deck en 10 parties qui va se focaliser sur les points les plus importants, donc c'est-à-dire le purpose, l'objectif de votre start-up, votre équipe, votre marché, etc. Donc en vrai, il ne faut pas partir d'une page blanche, hein. Il y a des choses qui existent et pour nous, c'est très intéressant d'avoir des structures un peu standardisées parce que ça nous permet d'aller directement repérer l'information intéressante et de vous benchmarker en fait beaucoup plus simplement parce que nous, en fait, on a besoin de, voilà, en 15 minutes, pouvoir comprendre franchement les points clés, les chiffres clés, vos métriques clés. Et c'est aussi... Enfin, on n'y pense pas beaucoup, mais quand je réfléchissais à la question, en fait, qu'est-ce qui manque souvent dans un pitch deck, je trouve que finalement, souvent, on explique très mal son business model, alors que le business model, c'est quand même la base. Parfois, je lis des decks et je ne sais pas si vos revenus viennent de revenus de service, de revenus de subscription, si vous faites du one-shot de temps en temps, si vous avez des clients qui payent différemment que des autres. Donc voilà, revenir à la base et nous faire comprendre très simplement qui vous êtes, qui sont vos clients et comment ils vous rémunèrent en fait. Et puis après, nous, on posera des questions pour creuser davantage. Il y a un point aussi qui est très intéressant, adapter quand même le pitch deck à votre sujet. Si vous êtes une boîte très produit, passez du temps sur le produit, on a besoin, nous, de le comprendre et le plus vite possible. La slide équipe, elle est essentielle. On a besoin de comprendre qui vous êtes et pourquoi est-ce que vous êtes la meilleure équipe pour créer ce produit. Souvent, on vous demande les pitch decks en amont. C'est ce que tu disais. C'est pas pour vous embêter, c'est juste parce que nous, on prépare les calls et ça nous permet d'avoir une liste de questions qui est déjà précise pour pour le premier entretien qu'on va avoir avec vous, quoi. Un pitch deck, c'est supposé représenter ce que vous avez réussi à accomplir
de la création à l'instant T, qui vous êtes aujourd'hui, ce que vous avez fait du coup, mais surtout pourquoi on se parle, donc du coup cette histoire de levée de fonds, et à quoi va servir les fonds. Ouais, donc vraiment essentiel dans le contenu et elle est vraiment précis dans le business model. Exactement, il faut se dire qu'en fait, le pitch deck, c'est la première barrière à l'entrée dans un fonds, hein. Donc en fait, tout est contre vous à ce moment-là. Nous, on regarde énormément de decks, c'est souvent des analystes aussi, des stagiaires. Donc en fait, si vous ne donnez pas les informations clés, il y a quand même 99% de chances qu'on se dise « j'ai pas le temps de creuser, tant pis en fait ». Donc en fait, c'est pour ça qu'il faut donner énormément d'attention au pitch deck, parce que une fois que vous rentrez dans les fonds, c'est-à-dire que vous arrivez à décrocher un rendez-vous finalement avec nous, finalement, on va s'y plonger et puis on va vous demander les informations. Le pitch deck, c'est une manière de nous donner envie. Et donc, si vous ne nous donnez pas envie, s'il n'y a pas les informations clés pour me permettre de savoir si vous rentrez dans mon scope d'investissement ou pas, et ben malheureusement, la vérité, c'est que derrière nous, voilà, ça passe à la poubelle et vous recevez un email très sympathique et poli qui vous explique qu'on ne va pas poursuivre les discussions. Donc, vraiment, mettez-vous, c'est comme pour un client, c'est du sales, hein, une levée de fonds, c'est de la vente. Et vous n'allez pas envoyer n'importe quoi à vos clients si vous voulez les closer. Ben, c'est pareil avec nous. Envoyez quelque chose, un support qui soit synthétique, mais complet, et qui soit agréable aussi. Et ça, on en parlait d'ailleurs pas mal il y a quelques semaines, dans la forme, dans le look. Est-ce qu'il y a moyen justement de sortir du lot dans la manière de présenter ou... Chana ? Je vais être très honnête, je ne suis pas partisane de l'idée de sortir du lot. Gardons les choses très simples, puisqu'en effet, il faut qu'on trouve l'information le plus vite possible. Quand on a des decks très compliqués, avec beaucoup de textes, beaucoup de graphes, en fait, il y a un moment où on finit de le lire et on se dit, mais elle fait quoi la boîte ? Et ça, c'est le pire truc qui puisse nous arriver. Donc, garder les choses très simples. En revanche, avoir une identité visuelle, ça a du sens. Avoir les couleurs de votre logo sur votre pitch deck, avoir quelque chose de joli à regarder et d'agréable. N'hésitez pas à faire relire votre pitch deck par des startups qui ont déjà levé des fonds, qui sont très loin de votre secteur, qui vont pouvoir vous dire si déjà c'est clair et si c'est agréable à lire. Je suis complètement d'accord avec Chana. Donc je pense que moi aussi je suis de l'école. Voilà, on n'est pas obligé de réinventer la roue et de créer quelque chose d'incroyable avec des vidéos, etc. C'est pas le principal à ce stade-là. En revanche, vous êtes des entrepreneurs, donc vous n'êtes pas des designers. Et donc, il y a un conseil très bête, mais mettez 1 000 € ou 2 000 € dans un freelance designer qui va vous faire des slides jolis, hein. Moi, je suis la première à faire des slides moches. Je ne saurais pas le faire. Et donc, en fait, juste, c'est comme dit, c'est un support marketing. Investissez dedans. Faites des slides sur lesquels vous vous concentrez vraiment sur le contenu. Et derrière, accompagnez-vous de gens qui arrivent à faire quelque chose de joli. Parce qu'en effet, c'est important que ce soit joli, hein. C'est pas parce que c'est standardisé qu'il faut aller à l'essentiel que ça doit être laid. Pourquoi c'est important que ce soit joli ? Parce que quelque part, nous, quand on regarde tout ce que vous produisez, c'est des manières pour nous de voir à quel point vous êtes un entrepreneur et un dirigeant qui fait attention aux détails. En fait, on essaye de se rendre compte de comment vous travaillez avec vos clients. Et donc, on se dit que quelqu'un qui va envoyer un deck... pas très abouti, pas très sophistiqué, c'est aussi potentiellement quelqu'un qui n'aura pas ce niveau de sophistication avec ses clients. Et nous, on a très très peu de signaux en fait et d'interactions avec vous par rapport à vos clients, etc. Donc toutes nos interactions avec vous, tous vos supports, on va les scanner et on va se demander, mais est-ce que c'est le reflet de son éthique de travail, de son attention aux détails, et voilà. Donc c'est quand même important de faire attention au look. Mais pour ça, vous n'êtes pas obligé de le faire vous-même. Vous pouvez vous faire accompagner. Et il y a des super freelances aujourd'hui qui vous feront même des choses assez jolies. On voit beaucoup de logos 3D ou d'images un peu 3D qui viennent un peu juste rajouter le supplément d'âme dessus. Mais il ne faut pas réinventer la roue, quoi. Je pense que c'est un conseil intéressant de payer un designer. Moi, à l'époque, quand j'ai commencé ma boîte, j'avais un co-founder qui était assez bon en PowerPoint et en design. C'est vrai que ça nous a peut-être porté. Mais ça, sur ça, Chana, toi, tu en penses quoi ? Ah non, je suis totalement pour, et particulièrement pour les boîtes qui ont Je vais faire une petite généralité et je ne suis pas supposée le faire, mais les boîtes très tech, en général, ce pas les plus jolis decks. Si vous pouvez investir quelques centaines, voire quelques milliers d'euros pour avoir quelque chose de compréhensible et d'agréable, faites-le. Ce sera une identité visuelle que vous allez pouvoir garder plusieurs années. Un deck que vous allez pouvoir réutiliser, donc certes pour le seed ou la série A, mais en fait, ces couleurs, ce logo, pourquoi pas le garder jusque série B ou C ? Donc c'est de l'argent qu'on investit. Alors je comprends que ce soit une dépense énorme, surtout pour du pré-seed, mais pour moi, ça a du sens en tout cas.
D'accord, très bien. Alors, une chose qui revient aussi pas mal, c'est la confidentialité. Donc, si j'envoie mon deck, est-ce qu'il va tourner? Est-ce que je garde le contrôle dessus? Comment est-ce que je garde le contrôle dessus? Est-ce que ça vous arrive beaucoup? Des questions comme ça qui matchent de ligne? Ouais, mais moi j'ai une question pour vous. Combien d'entre vous se sont retrouvés avec le deck d'un concurrent? Ah, je suis surprise. Je pensais beaucoup plus. Parce que en fait, moi, je pense que vous êtes quand même de mauvaise foi. Et je pense que vous avez quelquefois eu des decks de concurrents. Parce que la vérité, c'est que, enfin, en tout cas, je préfère vous dire, comme je le vois, c'est que votre deck, il va tourner. Alors, il va tourner essentiellement pour des bonnes raisons. Parfois pour des mauvaises, mais moi, ce que je pense, c'est qu'il faut, en tant qu'entrepreneur, être très à l'aise avec le fait que votre deck, voilà, c'est un support de marketing. Vous n'allez pas mettre le contenu de vos brevets dedans, hein. Donc, en fait, soyez très à l'aise avec le fait que voilà, il va tourner, il va certainement arriver dans des mains, et parfois ces mains-là, elles sont super pertinentes pour vous. Parce que moi, par exemple, les fois où je fais tourner un deck, alors je demande toujours évidemment à l'entrepreneur, mais c'est parce que j'ai un business angel en tête que je pense être super pertinent. Parce que j'ai un LP dans le secteur, j'ai envie de lui demander son avis, et puis souvent, le LP me dit ah, mais c'est canon ton truc, est-ce que je peux avoir une introduction, etc. Donc je pense qu'il vaut mieux se focaliser sur l'apport que le fait que votre deck tourne va vous apporter, plutôt que sur de paniquer sur la confidentialité. Ça va vous ouvrir, je pense que ça va vous apporter énormément de choses. Après, il y a des manières de se prémunir de ça, hein. Donc, il y a des logiciels de management de decks comme DocSend, etc. Donc, vous pouvez, si vous voulez, jouer avec les règles de confidentialité. Mais moi, le message que j'ai pour vous, c'est pas de panique. En général, les decks, ils tournent pour des bonnes raisons. Et puis, surtout, préemptez la chose et mettez seulement des choses avec lesquelles vous êtes à l'aise. Vous pouvez avoir une version plus longue de votre deck qui est réservée pour des parties, quand vous serez plus avancé dans votre levée de fonds. Vous pouvez avoir des decks qui sont que des teasers avec des choses qui sont vraiment seulement essentielles et avec lesquelles vous êtes à l'aise. Mais globalement, on est dans un métier de réputation. Et nous, on ne va pas commencer à s'amuser à faire tourner votre deck à la compétition parce qu'en fait, on a peur de développer des mauvaises réputations dans l'écosystème. Donc, notre éthique de travail fait qu'en général, quand on le fait tourner, c'est pour des bonnes raisons. On n'est jamais à l'abri de quelques personnes mal intentionnées, mais ce n'est pas du tout le standard de notre industrie, en fait. Non, mais c'est exactement ça. J'aime beaucoup la vision des deux decks. Avoir un premier deck, presque comme un deck commercial, en fait, qui résume le produit, peut-être le niveau de chiffre d'affaires, sans mentionner les clients, sans mentionner le détail, le business model, puisque de toute façon, la plupart du temps, il est disponible sur votre site internet. Donc, avoir cette première version qu'en fait, vous pouvez abonder le marché avec, c'est pas très grave, et avoir une version beaucoup plus longue, et là souvent on tourne autour d'une quarantaine de slides, où vous rentrez dans le détail de la techno, où vous rentrez dans le détail de qui sont vos clients, et nous en fait lors du premier call, ou même du second, on est très à l'aise à ne pas rentrer dans les détails confidentiels, ça nous pose pas trop de problèmes. En revanche sur le DocSend, j'ai un peu une autre vision, moi c'est quelque chose qui m'embête, je vais être très honnête. Quand en fait je reçois un lien que je ne peux pas télécharger, ça veut dire qu'en fait je vais devoir renvoyer ce lien. Alors, pour vous expliquer, chez Iris, on travaille en équipe. En fonction du sujet que je reçois, je le transmets à la personne la plus apte à regarder ce sujet. Si j'ai un sujet AdTech, ce sera Gilles. Donc il faut que je puisse transmettre le deck à Gilles de façon la plus simple possible. Donc il faut que je puisse le télécharger. C'est pour ça que je ne suis pas très fan du DocSend. Maintenant, si vous êtes plus à l'aise de nous l'envoyer une fois qu'on a eu le premier call, ça ira. Ouais, je sais, mais en fait, c'est pas le plus pratique. Et le lien ils ont tendance à se perdre et ils s'expirent. Les liens DocSend, ils s'expirent et nous, c'est hyper important pour nous de pouvoir archiver aussi. Moi, j'ai des boîtes que je vois sur des années, hein, donc c'est intéressant pour moi de pouvoir me dire « Ah, c'est marrant, je l'ai vu en 2018, voilà ses chiffres, voilà ce qu'elle m'a présenté. Aujourd'hui, on est en 2022, waouh, ça a vachement avancé, la vision a changé, ils ont pivoté sur tel truc, l'équipe a... » Donc, nous, c'est aussi une manière d'archiver nos conversations, de prendre la température à une date et de la reprendre à une autre. Après, vraiment... Voilà, si jamais vous voulez vraiment pas envoyer de envoyer de deck téléchargeable, vous pouvez le faire. Mais je pense que justement, c'est un peu mal vu par l'industrie parce que c'est finalement pas très... C'est mal comprendre notre travail à nous aussi, quoi. Et d'ailleurs, nous, on propose plusieurs versions. Donc version email, version face à face, pour justement éviter d'avoir toutes ces informations qui pourraient tourner, des informations peut-être... confidentiel. Ouais, mais c'est l'histoire des plusieurs versions en fonction de à quel moment vous discutez et surtout avec qui vous discutez. Ouais.
Exact. Et là, pour finir sur une bonne note, est-ce que vous avez des anecdotes ou des conseils, vraiment les must-notes de la création d'un pitch deck? On va commencer par toi, Shana. Alors, chez Iris, on regarde beaucoup donc, de boîtes très tech, souvent B2B, donc créées par des équipes d'ingé. C'est génial. Et en fait, on a des slides extrêmement compliqués, avec beaucoup de texte, avec beaucoup de graphes. Et en fait, ça n'explique absolument pas le produit. Et c'est très, très décevant, puisqu'on sent qu'il y a un truc intéressant. On a une petite compréhension du marché, mais en fait, on n'a pas compris le produit. Et donc, nous, on ne peut pas poursuivre les discussions à ce moment-là. Ça veut dire qu'on est obligé de renvoyer un mail. Donc, faire très attention à ça. En fait, il faut être le plus clair possible. Ça, c'est le premier point, et c'est celui que je vois malheureusement le plus souvent. Un autre truc que j'observe récemment, et ça, je pense que tu l'as toi aussi, on voit de plus en plus de decks avec des espèces d'animations dessus. Alors, c'est hyper agréable, c'est très drôle à regarder, sauf que c'est horrible une fois téléchargé. Donc, bon à savoir. Et surtout, en fait, ça nous défocus complètement de quel est le but de cette boîte. Où, en fait, certes, on a des super beaux decks et en fait, on n'a pas l'information cruciale qui est produit, business model, équipe. Donc, faire très, très attention à ça. Je pense que c'est les 2 points que je vis le plus, en tout cas ces 6 derniers mois. Tu dois avoir d'autres exemples aussi. Bah, moi, je vais un petit peu sortir du sujet, mais le truc qui m'agace le plus ces derniers temps, je ne sais pas qui a créé cette mode, mais trouvons-le. La personne qui a dit qu'il fallait plus avoir de deck. Et donc, en fait, on reçoit plus rien. Et donc, on arrive. Et en fait, du coup, on a une conversation, j'arrive sur Zoom. Et en fait, voilà, on commence la conversation sans aucun support. Et donc, pour nous, c'est extrêmement pénible parce qu'en fait, on se met dans une situation où tout d'un coup, je deviens Anne-Sophie Lapix à devoir trouver la bonne question pour tout couvrir. Et du coup, je me focus plus en fait sur ces réponses, mais en fait, est-ce que je suis en train de couvrir tout? Est-ce que j'ai bien digué dans le produit? Parce qu'en fait, il faut savoir que l'objectif du premier meeting avec vous, pour nous, c'est d'avoir tous les éléments qui vont nous permettre d'en parler à notre équipe et souvent de défendre le projet. En fait, on est vos premiers avocats en interne. Donc, si vous ne nous donnez pas les bonnes informations, moi, je ne vais pas pouvoir faire mon travail d'avocate, quoi. Donc, en fait, déjà, règle numéro 1, avoir un deck. Proposer, à la limite, demander au VC devant vous, est-ce que vous préférez qu'on le fasse avec ou sans proposer des alternatives. Mais moi, quand je me vois imposer un rendez-vous de 45 minutes, 1 heure, sans aucune structure, où on parle du produit de manière hyper abstraite, parce que du coup, moi, j'ai du mal à imaginer. En plus, on regarde aussi des choses qui sont assez deep tech parfois, c'est hyper contraignant, quoi. Donc déjà, règle numéro 1, avoir un deck. Et la deuxième grande erreur, moi, que je vois autour de moi, et alors malheureusement, elle est souvent, je pense, colportée par les leveurs de fonds, mais c'est des decks hyper longs, imbitables, qui pourraient presque être finalement des white papers, quoi, ou justement, mettez-vous à notre place, on voit des decks passer toute la journée, on a juste besoin de pick up les informations essentielles, c'est-à-dire votre traction, votre marché, votre équipe, etc. Faites pas trop long, il y a une règle aux États-Unis qui dit 10, 20, 30. Donc c'est 10 slides, 20 minutes, 30 points maximum. Moi, je pense que c'est une bonne règle. Après, vous pouvez faire un peu plus, entre 10 et 15 slides, quoi. Mais globalement, voilà, vous n'allez pas pouvoir tout dire. Et vous donnez-nous envie d'aller creuser, mais vous n'avez pas besoin de nous assaillir dans un niveau d'information dont on n'a pas besoin à ce stade, quoi. Je reviens sur l'histoire de la confidentialité, quelque chose que j'ai souvent vu, c'est donc le NDA, c'était à la mode au bout d'un moment. Ouais. Ça, malheureusement, pour moi, c'est un don. Déjà, c'est très désagréable, ça met un petit coup dans la relation, puisque ça veut dire qu'en fait, on ne se fait pas suffisamment confiance pour ne serait-ce qu'avoir un premier call. Si vous pouvez l'éviter, évitez-le, puisqu'en fait, un NDA, nous, ça nous engage énormément. Il y a le risque réputationnel qui est derrière, qui est énorme. Puis pareil, on en signe 10 par jour, sinon, nous. Donc ça prend du temps. Donc c'est pour ça, le NDA, en tout cas, le repousser au maximum, quitte à ce qu'il soit à la fin de la discussion. Donc quand vous avez déjà fait 2, 3, 5 rendez-vous, où il faut envoyer la liste des clients, là, faites un NDA si vous êtes plus à l'aise, mais évitez ce genre de choses. En fait, il faut surtout pas mettre un frein à la relation que vous êtes en train de créer avec l'investisseur. Puisque cet investisseur, comme les 50 autres auxquels vous parlez, peut devenir votre meilleur ami sur les 5 prochaines années. Complètement. Et sur la confidentialité, n'oubliez pas que aujourd'hui, le marché il est de votre côté. C'est nous qui courons après vous, c'est nous qui avons peur de nos réputations, nos métiers, c'est purement de la marque, rien d'autre. Donc nos marques, on y fait très attention.
Et on a besoin que les entrepreneurs disent que Iris, que Xange, c'est des gens qui sont professionnels, qui sont dans le respect des entrepreneurs, etc. Et ça, c'est votre meilleure arme, en fait. Donc, l'excès de doute sur notre éthique, finalement, elle n'est pas nécessaire, elle n'est même pas stratégique pour vous. Focalisez-vous sur comment construire une belle relation, sur comment apporter les bonnes informations, plutôt que sur comment garder secret des choses qui, en plus, en général, à vos stades de développement, sont pas essentielles, en fait. À part sur quelques sujets vraiment très, très deep tech. Et comme dit, on signe des NDA quand on va regarder des brevets, hein, ça c'est normal. Mais quand c'est au niveau du deck et des premiers rendez-vous d'un processus d'investissement, il n'y a vraiment pas de panique à avoir de ce côté-là, quoi. Génial. Merci beaucoup, Majdeline, Chana. C'était excellent. Merci à vous d'avoir été aussi nombreux. Donc on retient bien, hein, restez succinct, pas d'NDA, payez un designer. 1000 euros. Ça fait de l'emploi en plus. Exactement. Donc merci à vous tous. Merci beaucoup. Merci. Voilà, merci.